J'interviens aujourd'hui sur le thème suivant: comment nos sociétés favorisent-elles les crises malgré elles? Ce titre suppose de jeter un coup d'œil aux erreurs et aux points faibles de la gouvernance des crises, on l'aura compris. Mieux, cela suppose de réfléchir à la notion même de crise telle qu'on l'emploie aujourd'hui. Cette notion si galvaudée peut-elle encore être utile à la réflexion? Je crois que oui, elle le peut, à condition toutefois de discriminer entre les types de crises, et c'est ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Alors, plutôt que de passer en revue les différents étages des crises sanitaires, crises épidémiologiques, cliniques, sociales, économiques, politiques, etc., sur lesquelles beaucoup de choses ont déjà été dites, je voudrais vous proposer une dichotomie du concept de crise sanitaire. Il me semble en effet que l'on peut distinguer entre crise explosive, d'une part, et crise au ralenti, d'autre part. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces deux notions? La crise explosive d'abord, comme par exemple une soudaine envolée du nombre de cas de grippe au moment de la rentrée des classes, ne constitue souvent qu'un très court épisode dans une crise au ralenti de plus longue durée. Ainsi, l'hiver 1969-70 a vu en Europe grimper violemment la mortalité grippale, qui lors de l'hiver précédent semblait, toujours en Europe, marcher au ralenti. La crise de la vache folle, qui s'est étalée sur plus de 20 ans, entre 1980 et 2000, est en revanche un exemple signalé de crise au ralenti. Arrêtons-nous un instant sur ces crises au ralenti. L'un de leurs caractères les plus spécifiques, comparé aux crises explosives, tient au fait qu'elles n'engendrent aucun sentiment d'urgence. Les styles de gouvernance ne sont pas indifférents en effet à la nature des crises. Crises explosives et crises au ralenti ne sont pas gérées de la même manière. Les crises explosives appellent, je l'ai dit, le régime de l'urgence, tandis que la gouvernance des crises au ralenti commence par écarter tout souci de priorité. On est tenté de balayer ses craintes, d'ignorer l'inquiétude qui s'installe en silence, de laisser l'actualité prendre l'ascendant sur ce qu'il y a de vraiment important. Et c'est ce qu'on a fait au début de la grippe pandémique de 1968. Durant l'hiver 1968-69, la pandémie grippale présentait en effet en Europe tous les traits d'une crise au ralenti, dont les conséquences immédiates, qui semblaient plutôt bénignes, allaient se révéler tragiques, mais l'hiver suivant. En 68-69 en Europe, la crise à bas bruit cachait une crise explosive qui sévissait de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, de l'autre côté de l'Atlantique. Semblable cécité est appelée, on l'a dit, par les styles de gouvernance. Alors que l'urgence de la réponse est le régime de gestion des catastrophes explosives, les crises au ralenti commencent, elles, par écarter tout sentiment de priorité. Conséquence, les problèmes ont été ignorés ou mis de côté, alors qu'il était encore possible de les traiter. On se résout à ne les prendre en compte que lorsqu'il est devenu presque impossible d'y répondre. Aujourd'hui, outre les épidémies de grande ampleur, les problèmes climatiques, les questions touchant à la sauvegarde de la biodiversité se rangent sous ce modèle. Ce faisant, on se prive de la possibilité de prévenir la crise en voie de matérialisation, comme on se prive des moyens plus économiques de combattre la menace. Prenons une image médicale. C'est comme si on ignorait les symptômes chez un patient alors que sa maladie est encore relativement facile à traiter, pour n'agir enfin que lorsque le malade se trouve précipité dans une situation quasi désespérée. Dans une crise au ralenti, rien ne paraît vraiment urgent, je l'ai déjà dit. On ne fait rien, on attend. Tout souci de prévention paraît superflu, mais comme l'anxiété tout de même n'est pas complètement absente, évidemment, une psychose entre guillemets à bas bruit commence à se répandre et les scénarios du pire à fleurir. Car c'est à ce moment, alors que la mobilisation n'est pas déclarée, encore que les fictions jettent les premières bases de leur emprise sur la gouvernance des crises. Et cette emprise de la fiction, que ce soit des scénarios, des tabletop exercises, etc., va devenir un obstacle majeur à la bonne gouvernance des crises. Pourquoi cette emprise de la fiction? C'est-à-dire, je le répète, des scénarios, des tabletop exercises, etc. Parce que les États et organisations multilatérales ne répondent pas en fait spontanément aux alertes. Il faut les y forcer. D'où la multiplication des modèles à visée prédictive et d'où la recherche éperdue d'analogies avec des événements du passé de nature apparemment semblable. Bon, maintenant, ces analogies historiques, je vais prendre un exemple, ne sont pas en danger, ne sont pas sans danger. Le cas de la grippe espagnole
comparée à la crise du coronavirus vient immédiatement à l'esprit. Peut-on comparer les deux événements? Je ne le crois pas. Il y a un siècle, la structure des populations atteintes, en effet, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Moins de personnes de 65 ans et plus en 1918-1919, moins d'immunodéprimés et le plus grand nombre de décès chez les 15-40 ans. En 1918-1919, la science et la médecine, d'autre part, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Bien que certaines pratiques, comme les pratiques d'hygiène, que ce soit le lavage des mains, l'isolement des malades, les masques, soient communes aux deux époques. Surtout, le virus de la grippe était alors complètement inconnu. En fait, il ne sera identifié qu'en 1933, tout comme les vaccins et les antibiotiques. Une proportion importante des décès était due, il y a un siècle, aux surinfections bactériennes, telles que bronchopneumonie ou tuberculose, d'organismes affaiblis par la grippe. Bref, entre grippe pandémique et coronavirus, l'analogie, on le voit, est plutôt boiteuse. Avec la prolongation réitérée du confinement, avec les couvre-feux à répétition, la crise explosive du coronavirus s'est transformée en crise au ralenti. Le drame laisse la place aux faits ennuyeux et quotidiens, la répétition des restrictions d'activité, du confinement, des couvre-feux, la fermeture des commerces dits non essentiels, ont conduit à se représenter l'épidémie sur deux plans distincts. La circulation accélérée du virus, c'est-à-dire le risque de contamination, attaque le vivre ensemble, et par ailleurs, le confinement fait de ce vivre ensemble une machine à briser les individus dans leur intimité. La réponse à l'épidémie a donc sacrifié en somme la liberté et la mobilité à la sécurité et à l'immobilité, soit les caractéristiques du monde moderne. Reste que ces modélisations, ces scénarios catastrophes motivés par une faim insatiable de prédictions en tout genre, sont le signe d'une reconnaissance de l'impact stratégique des crises sanitaires. Une épidémie, ce n'est pas seulement des souffrances et des ravages causés par la propagation de l'infection, c'est encore la désorganisation brutale des sociétés, l'abaissement de l'État, le délitement des mentalités. Destruction massive, désorganisation massive. Thucydide le premier, il y a 2500 ans de cela, avait brossé ce double schéma de la crise épidémique, crise en chaîne, conjugaison de crise à différents niveaux. Je termine, un mot de conclusion. La crise au ralenti est le produit d'un état aveugle, comme l'appelait Raymond Aron, d'un état qui ne sait pas et n'apprend que trop tard. Inversement, l'état aveugle mène à la crise au ralenti. Il réagit toujours trop tard pour aboutir à un état de choses qui ne peut plus être traité. Au ralenti, la crise conserve une nature hobbesienne, elle reste un troc entre la liberté individuelle et les choix collectifs. La campagne de vaccination en masse contre la grippe H1N1 en 2009 illustre parfaitement ce point. En 2009, en effet, étaient entrées en contradiction deux logiques. Une logique étatique de la vaccination en masse et une logique postmoderne de l'hyperdémocratie des individus. Une logique de défense nationale, donc, à laquelle s'adossait la vaccination de masse, s'était ainsi heurtée à des comportements déconnectés des idéaux collectifs propres à l'État-nation. En 2009, le choc entre ces deux logiques a paralysé la mobilisation du public, ou en tout cas, il a largement contribué à la décourager. Le conflit de la liberté individuelle et des choix collectifs est évidemment plus critique dans les démocraties qui souvent évitent de traiter les problèmes avant la phase aiguë et attendent de ne plus avoir le choix, au contraire des régimes autoritaires qui, comme la Chine en 2020, n'hésitent pas à forcer le cours des choses et à contenir le risque grâce à une politique de préemption, de confinement en d'autres termes, mis en œuvre sans douceur excessive. Mais attention, l'utilisation de la contrainte n'est pas l'apanage de ces régimes autoritaires. Contraintes et restrictions d'activité sont requises afin d'assurer la permanence d'organisations complexes et spécialisées indispensables à l'organisation de la réponse à la crise. Et avant tout, il s'agit bien entendu du système de soins, ainsi que pour mettre en œuvre les contre-mesures non pharmaceutiques qui sont dans un premier temps les seuls moyens à la disposition des autorités pour tâcher de stopper l'épidémie en l'absence de vaccins et de traitements. Cet usage de la contrainte dans la réponse à la crise sanitaire relève de l'un des défis majeurs que représentent en temps d'épidémie les situations d'exception dans un état de droit. Voilà, comme on le voit, nous avons dépassé le niveau de la gouvernance, niveau toujours un peu superficiel, pour nous concentrer sur le nœud du problème, soit sur la notion même de crise.
La réponse à la crise se joue dans la réponse de l'État aux défis que représente la contradiction propre à la politique de l'événement exceptionnel dans un régime de liberté. L'État aveugle réhabilite la contrainte, autrement dit, rétablit le contrôle étatique sur les comportements de santé. Or, à ce jeu, et je termine là-dessus, nul ne l'ignore, les États autoritaires resteront toujours les mieux armés.